Juste sous l'hélicoptère de la télévision japonaise, une muraille d'écume. Je ne sais pas ce qui arrive là, mais il y a une sacrée vague. On nous a fait déplacer de la plage. On dirait un raz-de-marée. Un touriste norvégien filme lui aussi ses vacances, et puis cet homme qui disparaît. C'est une déferlante. Elle avale la plage, s'engouffre dans la ville. Elle avance, inexorablement, en direct, sur les télévisions du monde entier. Et rien ne semble résister à la puissance du tsunami. Loin des vagues dévastatrices des océans du monde, les eaux du lac Léman baignent placidement les rives franco-suisses. Qui pourrait imaginer qu'un tsunami balaye ces rives, où près de 2 millions d'habitants et nombre de touristes profitent de la douceur de vivre qu'offre la plus grande réserve d'eau douce d'Europe occidentale. Personne n'y pense, car le Léman est un lac de loisirs. Et pourtant, le danger existe bel et bien. Une goutte d'eau venant des Alpes lâchée à la hauteur du Bouvray, mais 11 ans pour atteindre Genève, 70 km plus loin. 11 ans pour faire son chemin au milieu de 89 milliards de mètres cubes d'eau. Il y a 20 000 ans, au plus fort de la dernière période glaciaire, le glacier du Rhône s'étendait jusqu'à la région lyonnaise. À la hauteur de Genève, son épaisseur dépassait les 1000 mètres. Il a creusé la roche, patiemment. La douceur climatique revenue, il s'est retiré, il y a 15 000 ans, laissant les eaux de sa fonte remplir la cuvette qu'il avait créée. Le lac Léman est l'un des plus profonds d'Europe, avec une colonne d'eau de plus de 300 mètres. Mais si on s'amuse à enlever toute son eau, ainsi que tous les sédiments qui s'y accumulent depuis des milliers d'années, on découvre une vallée en U, d'une profondeur totale de plus de 1000 mètres, flanquée de pentes abruptes. L'être humain a colonisé les bords du Léman peu après le retrait du glacier du Rhône. Ce lac était la promesse de ressources abondantes, d'eau potable, de gibier et de poissons. Mais il valait mieux s'établir à distance de ces grèves, à l'abri de ces humeurs soudaines, de ces changements brusques de niveau, de ces crues. L'importance du lac dans la vie des premiers peuples lui a probablement valu d'être l'objet de cérémonies cultuelles. Peut-être lui attribuait-on quelques pouvoirs. Peut-être cherchait-on à s'attirer ses bonnes grâces. Les eaux du lac, profondes et changeantes, ont toujours nourri l'imaginaire. Certaines légendes sont parvenues jusqu'à nous et parmi elles, il y a une histoire fascinante. Un récit terrible qui parle d'une montagne qui s'effondre et qui soulève sur le lac une vague si haute, si violente, qu'elle détruit tout sur ses rives et emporte hommes et bêtes. Curieusement, c'est à Londres, et plus précisément à la British Library qui conservait le témoignage de ce récit. Au cœur de la prestigieuse Bibliothèque nationale se trouve l'unique copie connue de la chronique de Saint Marius, évêque d'Avange, au VIe siècle après Jésus-Christ. Cette chronique couvre 126 ans d'histoire entre le bas empire romain et le haut Moyen-Âge. Il y est question de rois, de guerres, de Burgonde et de Francs. Et en regard de l'année 563, voici ce que Marius écrit. Sous le consulat de Basile, la grande montagne de Torredonum, dans le territoire du Valais, tomba si subitement qu'elle couvrit un château dont elle était voisine et des villages avec tous leurs habitants.
Elle agita tellement le lac que, sorti de ses deux rives, il détruisit de très anciens villages avec hommes et troupeaux. Il engloutit plusieurs lieux saints avec ceux qui les desservaient. Il entraîna avec furie le pont de Genève, les moulins et les hommes. Et, étant entré dans la cité de Genève, il y fit périr plusieurs personnes. Le nom Torredonum, cité par Marius d'Avanches, désigne une petite ville fortifiée qui aurait été écrasée par l'écroulement d'une montagne. La légende du Torredonum a inspiré les géologues et les archéologues depuis le XIXe siècle, convaincus qu'une telle catastrophe, si tant est qu'elle ait un fond de vérité, a dû laisser des traces. Ils ont multiplié les hypothèses sur le point de départ de la catastrophe. Un écroulement en partie du sommet du Grammont, qui aurait fini sa course directement dans le lac, soulevant cette vague immense, ou l'obstruction de la vallée du Rhône à la hauteur de l'abbaye de Saint-Maurice, suivie de la rupture du barrage ainsi créé, ou encore un effondrement situé plus haut dans la vallée. L'abbaye de Saint-Maurice, devenue un haut lieu de la chrétienté au Ve siècle, riche d'archives historiques, ne garde pourtant aucune trace écrite ou archéologique de cette catastrophe du Torredonum, qui s'est peut-être déroulée devant sa porte. Comment croire en l'observant aujourd'hui que le Léman a pu être le théâtre d'une telle catastrophe? Mais ici, il n'est pas question de croire, mais d'établir des faits scientifiques. Stéphanie Girard-Clos est géologue. Elle étudie le lac depuis de nombreuses années. Alors le Torredonum, on le connaît chez les géologues, c'est une longue histoire. Ça doit faire une centaine d'années que les géologues se passent le mot de qu'est-ce qui est vraiment arrivé. On raconte qu'une montagne s'est écroulée. Est-ce que cet événement, est-ce qu'il a vraiment eu lieu? Il s'agissait d'un processus géologique qui remontait loin dans le temps, ça faisait 1500 ans. Puis en même temps, c'était connecté à l'histoire, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un de cette époque qui nous relatait un événement géologique qui était arrivé. Et aussi lointain dans le temps, c'est quand même vraiment rare d'avoir un témoignage comme ça. On peut se poser la question si c'est une légende, et puis est-ce que c'est vraiment sérieux de travailler sur une légende? Mais en même temps, en science, on fait que de travailler sur des mystères, donc finalement, il faut s'attaquer à cette question. Marius l'écrit. La vague a tout détruit autour du lac. Elle a même frappé la cité de Genève, semant chaos et destruction. L'archéologie contemporaine n'aurait-elle pas trouvé des indices datés du VIe siècle suggérant cette catastrophe? Lucie Steiner est archéologue, spécialiste de cette époque. On est dans le sous-sol de l'église de la Madeleine qui se trouve au pied de la vieille ville de Genève. Et on est au cœur d'une ancienne nécropole qui a été fouillée il y a un certain nombre d'années maintenant. Alors c'est vraiment difficile d'imaginer quelles traces le raz-de-marée a pu laisser sur ces nécropoles. En tout cas, on n'a jamais vraiment fouillé ces sites en ayant à l'esprit qu'ils ont pu être balayés par cette énorme vague. L'autre problème, c'est que justement, on ne sait pas très bien, nous archéologues, en quoi consisterait le reste de la vague. Comme notre source principale, c'est des tombes et que par définition, elles sont sous la terre, elles n'ont pas dû être touchées directement par les vagues, si ce n'est un effondrement de la rive à cet endroit-là ou comme ça. Par contre, elles pourraient avoir été recouvertes par des niveaux de sable importants. À ce moment-là, est-ce qu'on les a trouvées? Parce que nous, on considère souvent que le sable, c'est le terrain naturel. Donc, est-ce que dans certains cas, lors de découvertes anciennes, par exemple, on n'a pas bien vu et qu'il y aurait eu des vestiges dessous qu'on n'a pas vus? L'autre aspect, c'est que peut-être les villages d'alors étaient sous nos villages actuels. Et que, comme c'est encore construit et encore habité, on a beaucoup de peine à les retrouver. Alors c'est possible aussi
que l'épisode du Torredunum était qu'une légende, mais il y a quand même le fait qu'elle ait laissé une trace dans les écrits de cette époque montre bien qu'elle a dû vraiment frapper les esprits. Là, on imagine bien qu'il a dû se passer quelque chose d'assez important. Mais d'un point de vue archéologique, on ne peut rien mettre en relation avec ça. Alors faut-il prendre le texte de Marius d'Avanches au pied de la lettre, car l'homme d'Église vit à une époque troublée. 100 ans plus tôt, l'Empire romain a rendu l'âme, miné par les crises internes et les menaces extérieures. Les peuples barbares, essentiellement germaniques, se jettent sur le cadavre impérial encore chaud. Malgré ces bouleversements, la religion chrétienne s'étend et l'Église se renforce. À sa façon, elle offre un peu de stabilité à une époque où guerre et alliances se succèdent à un rythme effréné. Sur les bords du Léman, les peuples dominants se succèdent. Après la chute de Rome, les Burgondes deviennent les nouveaux maîtres du lac. Ils s'y maintiennent moins d'un siècle avant d'être défaits à leur tour par les Francs. Et si le texte de Marius sur le Torredunum était une métaphore, et si l'évêque utilisait cette vague géante pour évoquer une époque balayée par la suivante, le passage de l'Antiquité à l'avènement du Moyen-Âge. Justin Favreau, historien spécialiste du Haut Moyen-Âge, répond à la question dans les arènes romaines de la petite ville d'Avanches. Marius d'Avanches, c'est quelqu'un pour cette époque qui est relativement bien connu. On peut dire qu'il est né vers 530 et il est entré dans les ordres très très jeune, probablement vers 7-8 ans. C'est à cet âge-là qu'on entrait dans les ordres quand on commençait jeune. Et un évêque, c'est un homme de pouvoir. Il appartient à l'aristocratie. Il n'y a pratiquement pas d'évêques roturiers à cette époque-là. Donc c'est des gens riches, puissants et qui ont un vrai poids dans la cité, dans leur évêché. Il a été considéré comme saint dès le jour de sa mort. Donc il devait être plutôt un évêque modèle de cette époque-là. C'est-à-dire quelqu'un qui priait beaucoup, qui mangeait peu, qui aidait les pauvres, qui fondait des églises. Un évêque vertueux selon les critères de l'époque. Quand on trouve un texte comme la chronique de Marius, on peut être sûr que c'était recopié, qu'il y a eu des modifications, des corrections, des ajouts peut-être. Mais quand on étudie la langue, quand on étudie le style, on ne peut pas ne pas être convaincu que c'est un auteur du VIe siècle qui a écrit ce texte. C'est pas possible, un copiste du 9e n'est pas capable d'écrire du latin mérovingien. Il sait trop bien le latin classique, il peut pas. C'est vraiment un texte du VIe siècle. Ça, quand on en a lu beaucoup, ça se sent. Il n'y a même pas besoin de démontrer, c'est manifestement un témoignage original et de l'époque. Alors Marius, on ne sait pas où il était au moment de la catastrophe. De là à douter de ce témoignage, donc douter de la véracité de la catastrophe du Torredunum, on ne peut pas parce qu'il y a d'autres sources. On a Grégoire de Tours, évêque de Tours à la même époque que Marius, à la fin du VIe siècle. Et quand Grégoire raconte le Torredunum, il le raconte partiellement comme Marius, c'est-à-dire que la suite des événements est la même. Il y a une chute de montagne, il y a un raz-de-marée et il y a des destructions à Genève. Au VIe siècle, avoir deux sources pour le même événement, c'est du bonheur, c'est du luxe. C'est toujours un petit miracle quand un texte comme ça traverse les siècles. Donc le fait qu'on ait deux témoignages qui racontent le Torredunum démontre que la catastrophe du Torredunum est en fait acquis. On ne peut donc douter de la véracité des deux chroniques historiques. Une grande catastrophe a bien eu lieu en 563. Et si les archéologues n'en ont pas encore retrouvé les traces, les géologues, eux, ont eu plus de chance. En 2010, Stéphanie Girard-Clos, accompagnée de sa collègue Katrina Kremer, étudie les anciennes crues du Léman et tente d'en trouver les empreintes dans les sédiments. La catastrophe du Torredunum n'occupe pas du tout leur esprit. Pour observer les sédiments sur plusieurs mètres d'épaisseur, les chercheuses utilisent une sorte de sonar sophistiqué, une technologie appelée sismique réflexion. Et soudain, l'antique tsunami ressurgit des entrailles du Léman, car l'appareil révèle l'existence d'une preuve de la catastrophe qui dormait au fond depuis 1500 ans.
La sismique réflexion, on envoie une onde verticalement, donc vers le sol, elle traverse la colonne d'eau, puis elle est reflétée lorsqu'il y a des changements de densité. Et puis à partir de là, on peut avoir une image des sédiments en profondeur. En quelque sorte, on peut lire comme dans les troncs d'un arbre. On a d'abord vu qu'il y avait des réflexions parallèles, et puis du coup, on a su que ça, c'est la sédimentation normale. Et puis ensuite, il y avait une couche très épaisse qu'on a pu estimer à 5-7 mètres, qui était très différente. On a tout de suite discuté, en fait, qu'est-ce que ça pouvait être. Directement, Stéphanie, elle m'a parlé aussi du Torredenum, et puis on a pu avoir une première estimation de l'âge. C'est donc le hasard qui a mis l'extraordinaire anomalie sédimentaire du Torredenum sur le chemin de Stéphanie Girard-Claude et de Katrina Kremer. Mais ce n'est que le début de l'aventure. Elles doivent désormais transformer l'essai, confirmer leur hypothèse. Il faut absolument dater cette couche sédimentaire. Et la seule façon de le faire consiste à prélever plusieurs carottes dans les sédiments à la recherche de débris organiques. Les précieuses carottes sont conservées dans le réfrigérateur de la carothèque du département des sciences de la Terre de l'Université de Genève. Un trésor pour les chercheuses. Il y a eu une première étape, c'était d'ouvrir les carottes longues et de savoir à quoi ressemble cette couche qu'on a découverte dans la sismique réflexion. L'étape la plus importante, je dirais, c'était la datation. C'était vraiment de trouver des morceaux de feuilles qu'on allait dater au radiocarbone pour obtenir l'âge de cette couche. En fait, le dépôt du Torredenum, il est beaucoup plus gris que la partie déposée après. L'épaisseur maximum que nous, on a enregistrée dans nos données, elle atteint à 10-11 mètres minimum. Sur cette carotte-là, c'est 1 millimètre représente peut-être une année. Cela veut dire qu'en 1500 ans, on a eu 4 mètres de dépôt de sédiments et 7 mètres environ qui se sont déposés durant l'événement du Torredenum, donc peut-être en minutes ou heures après l'événement. 7 mètres de sédiments. 7 mètres déposés en quelques heures, alors qu'en temps normal, un dépôt annuel se mesure en millimètres. La datation au carbone 14 est formelle. L'anomalie sédimentaire date bien du VIe siècle. Le tsunami de 563 n'est plus une légende. Il est désormais un fait, scientifiquement démontré. Et son récit n'en devient que plus extraordinaire. Pendant 1500 ans, la preuve de l'existence de la catastrophe est donc restée sagement enfouie au fond du lac. Il a fallu attendre la science contemporaine et ses exploits technologiques pour révéler ce monde sous lacustre, insoupçonné depuis la surface. Grâce à l'imagerie, on peut désormais s'y promener. On y découvre un canyon creusé par les eaux froides et denses du Rhône qui continue de couler sur plusieurs kilomètres sous le lac. Et ça et là des cratères, provoqués par des remontées de gaz. Les fonds du lac ne sont ni plats ni monotones. Et malgré cela, l'anomalie sédimentaire du Torredenum sidère les spécialistes par son énormité. D'où viennent ces sédiments et surtout, comment se sont-ils déposés au fond du lac? Pour répondre à ces questions cruciales, il faut évoquer un phénomène géologique majeur, un phénomène lent mais puissant, l'érosion des montagnes. Mario Satori est géologue, spécialiste de la dynamique alpine. Ici, au sommet du Grammont, on est en altitude, on sent un vent permanent, un vent qui est en liberté, il passe rapidement.
on sent un flux, hein, c'est l'atmosphère. C'est un flux extraordinaire, on ne le voit pas si ce n'est que les nuages voyagent, mais s'il y avait un colorant là-dedans, il y aurait des flux extraordinaires comme sur Jupiter. Et puis on penche la tête et on voit le lac, et on voit par exemple le Rhône entrer dans le lac avec son delta, la plume de sédiments qu'elle représente. On voit ce flux de l'eau qui voyage plus lentement que l'air, mais quand même avec des vitesses très marquées pour l'œil. Et puis ensuite, on regarde le paysage et on se dit, mais tout est immobile ici. C'est chaotique dans cette région, c'est un peu plus tranquille là, mais c'est immobile. Et en fait, c'est le même flux. Les roches, elles fluent tout autant que l'atmosphère, tout autant que l'hydrosphère, c'est-à-dire l'eau, tout autant que les glaciers, par exemple, la cryosphère. Et donc, tous ces flux se rassemblent en une évolution qu'il faut simplement savoir lire, savoir comprendre les interactions entre ces phénomènes. Ce qu'on observe très bien à cet endroit-ci, c'est à quel point les roches sont fracturées. Et donc, comme vous pouvez le voir, elles délimitent des tout petites parcelles de roches, des compartiments, des petits blocs entre eux. La pluie va ruisseler, il va y avoir des alternances chaud-froid pendant le jour et la nuit, il va y avoir des dilatations thermiques, des rétractions. Et forcément, certaines parties de roches vont se désolidariser. Par exemple, celle-là, elle va tomber. Et il y a plusieurs facteurs d'échelle. Ce sont des petites particules qui vont tomber, être emportées par la gravité, bloc par bloc. Ou alors, petit à petit, ça pourrait être des plus grands compartiments, un gros bloc. Si on va jusque dans le facteur extrême de l'échelle, un pan entier de montagne, un compartiment entier de montagne, une falaise en entier, peut s'écrouler en une fois pour réaliser des volumes de millions de mètres cubes, de dizaines de millions de mètres cubes ou de milliards de mètres cubes. Par exemple, derrière moi, vous voyez la falaise de la Suche qui est boisée, cette falaise presque verticale qui domine la vallée du Rhône. Et cette falaise, qui est encore maintenant très active et instable, cette activité est une conséquence d'un très grand événement. Cet événement a enlevé d'un coup, probablement, tout un pan de falaise qui dessine un parallélépipède manquant dans le relief, qui continuait la falaise en direction de la vallée du Rhône. On voit les témoins de l'avalanche rocheuse qui s'est créée, donc d'une très grande masse de roches qui s'est déplacée rapidement, qui est arrivée dans la plaine et a déstabilisé en fait les sédiments qui s'accumulaient à ce moment-là dans la plaine du Rhône. La paroi de la Suche serait-elle l'arme du crime, le point de départ de la catastrophe du Torredonum? Philippe Schoeneich, professeur de géomorphologie à l'Université de Grenoble, en est convaincu et nous invite à observer le paysage actuel pour mieux comprendre son histoire. Ici, nous sommes sur l'alpage de Chalavorner qui domine la plaine du Rhône. De ce côté, en face de nous, nous avons le sommet de la Suche avec la grande paroi rocheuse. Et de ce côté-ci, nous avons le sommet du Grammont. Une plaine alluviale, normalement, c'est complètement plat. Et en fait, dans la zone du delta du Rhône, on a des collines qui émergent de la plaine. Alors, ce n'est pas très visible, mais c'est quelque chose de totalement anormal dans une plaine alluviale. Et donc c'est ça qui a attiré l'attention des géologues qui se sont demandé mais quelle est l'origine de ces collines. Ça a été le point de départ pour interpréter ces collines comme les traces de l'écroulement. Un problème qui se pose avec l'interprétation de ces collines, c'est qu'on trouve en surface des très gros blocs anguleux de calcaire qui correspondent au calcaire qu'on trouve dans le massif du Grammont. Donc c'est ce qu'on attend sur un dépôt d'écroulement. Et quand on taille dans les collines, en fait, on voit que l'essentiel de ces collines n'est pas formé de blocs éboulés, mais de différents types de matériaux. En particulier, dans quelques coupes, on a trouvé quelques blocs de ce qu'on appelle les couches rouges. Au sommet de la Suche, on voit la grande couche calcaire blanche qui correspond au calcaire du Malm. Et au-dessus, on voit une couche un peu plus sombre, rougeâtre. Ça, c'est les couches rouges. On s'est dit, ça vient de la Suche. En plus, la Suche, on a cette énorme paroi rocheuse. La Suche est connue pour des instabilités de la paroi assez fréquentes, même aujourd'hui. Et en fait, dans les roches qu'on trouve dans le dépôt d'écroulement, on trouve toutes les roches présentes dans la paroi de la Suche, depuis la base jusqu'au sommet.
Alors déjà, première chose, cet éboulement, il s'est écrasé dans la plaine, il s'est enfoncé dans les sédiments, c'est-à-dire que ça va transformer ces sédiments très légèrement tassés en une boue quasi liquide. Et c'est ça qui a permis cet étalement d'un mélange de sédiments, de boue et de blocs rocheux à travers presque toute la largeur de la plaine et sur une assez grande largeur à droite et à gauche. Les éléments dont on dispose aujourd'hui permettent de dire que d'abord c'est bien un écroulement rocheux qui est à l'origine du Torre Dunum. Par contre, on voit aussi que cet éboulement de l'ordre de 30 millions de mètres cubes est largement insuffisant pour provoquer toute la chaîne de processus jusqu'à Genève. Donc il faut trouver les étapes intermédiaires. Depuis des millénaires, le Rhône transporte patiemment, grain après grain, des milliards de tonnes de sédiments qu'il relâche dans le Léman. Un jour, dans plusieurs dizaines de milliers d'années, ils finiront même par le combler. Les hommes exploitent cette matière. Ils l'extraient des profondeurs et s'en servent comme matériau de construction, sans se douter que c'est d'ici qu'est parti le tsunami. Il faut se représenter le delta du Rhône, à l'époque, comme une succession de marais, une succession de petits bras de rivière et une zone très humide. Donc, il faut imaginer que cette montagne, elle est arrivée dans quelque chose, dans le fond, de relativement mou. Donc, dans le fond, on a eu un événement en chaîne avec 2 écroulements. Le premier, un écroulement de montagne avec 50 millions de mètres cubes de roches qui sont tombés dans la vallée, qui ont transmis un déplacement et puis aussi probablement une énergie en direction du lac dans le delta du Rhône. La masse de sédiments de départ, elle a glissé et elle a poussé à la fois vers l'avant et vers le haut la masse d'eau qui était présente. On a cet effet de catastrophe en chaîne où la catastrophe devient plus grande puisque finalement, dans les sédiments, on a eu le déplacement de 250 millions de mètres cubes, donc 5 fois plus. C'est un peu comme si le lac s'était pris une baffe. Il a dû avec certitude y avoir 3, 4, 5 grosses vagues qui se sont succédées. C'est à la fois ce que les tsunamis réels nous montrent et ce que la modélisation nous montre. On est dans quelque chose qui a duré plusieurs heures avec certitude, jusqu'à que le lac se calme complètement. C'est peut-être écoulé une demi-journée ou une journée. Le scénario est maintenant complet et ses conséquences imaginables, même s'il nous est impossible de savoir combien de milliers de personnes habitent au bord du lac à cette époque. Qu'ils soient paysans ou pêcheurs, installés dans de petites villes ou sur les anciens domaines gallo-romains, ils vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ils n'ont pas le temps de réaliser la menace qui plane sur ce jour de l'an de grâce 563.
On aimerait que le Torredonum soit un événement isolé, qu'il demeure une parenthèse dramatique. Mais les scientifiques savent que les phénomènes géologiques se reproduisent. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder le profil des sédiments qui a révélé l'anomalie du Torredonum, pour s'apercevoir qu'elle n'est pas unique. 4 autres la précèdent, toutes datées d'avant Jésus-Christ. Sur cette coupe, on voit clairement celle du tsunami de 563. Mais il y en a d'autres. En moins 1730, en moins 700, en moins 235 et finalement en moins 30. Avec le Torredonum de 563, cela fait donc 5 événements catastrophiques, 5 tsunamis en seulement 3750 ans. On ignore ce qui a déclenché ces autres événements, mais ils ont très probablement été provoqués par des tremblements de terre et des glissements de terrain, en surface ou sous l'eau. Le Léman nous rappelle qu'il est une force de la nature et qu'il reste imprévisible. On s'en étonne aujourd'hui, mais nos ancêtres préhistoriques, eux, en avaient pleinement conscience. Pendant 7000 ans, ils se sont approchés avec méfiance de ces eaux. Elles étaient la promesse de nombreux bienfaits, mais ils savaient garder un œil attentif sur ses humeurs. Et voilà. Ça, je suis sûr que c'en est un, tu vois. Ça, il y a des cailloux au fond. Non, pour moi, c'en est un. Ah ouais, c'en est un. Non. Encore un trou de poteau. Pierre Corbeau est archéologue, spécialiste des peuples palafites, ces peuples préhistoriques qui habitaient les rives des lacs alpins il y a plus de 4000 ans, soit des milliers d'années avant le Torredonum. Un site archéologique palaphytique, ou lacus comme on l'appelle parfois, c'est surtout des pilotis. Et donc ces pilotis, ce sont les vestiges les plus importants, étant donné qu'on peut ensuite les dater et on peut reconstituer les plans des maisons. Et on a vraiment 2 types de structures là. Étant donné que pour vivre, on a besoin d'une source d'eau permanente, ils se sont rapprochés de la plus grande source d'eau permanente qui est le lac. Ces zones de plage émergées étaient très propices à la construction des maisons, dans la mesure où on avait du sable, des limons relativement meubles, il n'y avait pas de végétation, et il était donc facile d'y construire des maisons. On a longtemps cru, à partir des années 1850 jusqu'à dans les années 1900-1950, que ces maisons étaient des maisons qui étaient construites sur des plateformes continues sur le lac, à l'image de ce qu'on aurait pu voir en Indonésie ou ailleurs. En fait, aujourd'hui, on a une image très différente, qui est celle de maisons construites sur terre ferme, sur la plage émergée, mais avec la précaution de surélever les planchers en cas de crue, soit saisonnière, soit extraordinaire. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, où on voit le niveau du lac qui est stabilisé de manière artificielle, soit par des barrages, soit par des ouvrages d'art quelconque. Mais pendant la préhistoire, et pour simplifier, je dirais, entre moins 4000 et puis l'époque romaine, on a eu au moins 5 très bas niveaux du Léman, et de même 5 remontées importantes du niveau des lacs. C'est évident que les habitants des palaffites avaient une connaissance de ces fluctuations, une connaissance de la nature. Nous, on l'a aussi maintenant, mais on l'a peut-être de manière beaucoup plus technique, beaucoup plus scientifique. Et eux, ils intégraient certainement ces fluctuations dans leur mode de vie, dans leur mode de pensée, et sans pour autant dire que ça faisait partie de leur religion ou de leur symbolique, c'est certainement un élément qui faisait partie de leur vie et dont ils tenaient compte dans toutes leurs activités et constructions. Aujourd'hui, contrairement aux époques préhistoriques ou antiques, l'homme a domestiqué le niveau du lac. Les barrages permettent de contrer les effets d'épisodes pluvieux ou de sécheresses inhabituelles. Pour autant, cette maîtrise du niveau d'eau serait impuissante contre des événements comme le tsunami de 563. En Europe, l'obsession de domestiquer la nature est assez récente. Le concept a vu le jour entre le XVIIIe et le XIXe siècle, attisé par les progrès de la science et l'avancée des savoirs. La région lémanique a vu se développer la science des lacs et des montagnes,
grâce à des savants issus de familles aisées comme De Saussure ou Forel. Ils ont la liberté d'esprit, le temps et les moyens d'arpenter, de mesurer et d'expérimenter les mystères de la nature. D'un côté la science, de l'autre les arts. À la fin du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau vante l'authenticité de la nature. Plus tard, Lord Byron ou encore Mary Shelley font beaucoup pour promouvoir la région lémanique. Leurs écrits, diffusés dans toute l'Europe, font rêver et attirent nombre de jeunes gens avides d'aventure. Parmi eux, de riches Anglais partent vers l'Italie, à la découverte des vestiges antiques et des beautés classiques. Le voyage à travers les Alpes se déroule souvent dans des conditions rocambolesques. Nombre de peintres et d'artistes viennent admirer et traduire leurs émotions au contact de ces paysages magnifiques. Cette rude nature cesse d'être une menace, elle devient romantique. Les peintres la représentent orageuse et puissante, sans la craindre vraiment. Et sans le savoir, ils sont nombreux à dessiner le delta du Rhône et la paroi de la Suche, source du tsunami. Paradoxalement, alors que la science apporte la preuve d'une nature perpétuellement en mouvement, il se fixe petit à petit dans les esprits l'idée que cette nature est moins dangereuse, qu'on peut l'utiliser comme un formidable terrain de jeu. À partir de là, le lac devient célèbre, une attraction touristique. Et tous ces gens, avides d'air pur et de divertissement nautique, génèrent des infrastructures de luxe, des développements hôteliers et industriels qui marquent encore le bassin lémanique. En 150 ans, nos sociétés se sont modernisées avec une rapidité qui tranche avec la lenteur des processus géologiques. Un temps humain bref et rapide qui ignore la fréquence, la récurrence des événements géologiques qui s'égrènent, eux, sur des milliers d'années. La topographie du lac Léman est maintenant bien connue. Qui se doutait que de nombreuses villes autour du lac, comme Vevey et Lausanne, ou Évian ou Saint-Gingolph côté français, sont posées au bord d'immenses précipices. C'est là, sur ces pentes vertigineuses, que peuvent s'accumuler des sédiments prompts à s'écrouler en cas de fort tremblement de terre. Et s'il reste d'une violence inédite, le tsunami du Torredonum n'est pas un événement unique, ni dans la région, ni même dans le reste des Alpes. En 1584, une série de tremblements de terre déstabilise une paroi au-dessus du village d'Ivorne. L'éboulement fait 100 morts et entraîne un petit tsunami sur le Léman. En 1601, un fort séisme soulève une vague de près de 4 mètres sur le lac des Quatre Cantons. En 1687, une crue violente et soudaine de la rivière Moita provoque un phénomène similaire sur le même lac et de très nombreux dégâts. En 1806, un éboulement entraîne près de 40 millions de mètres cubes de roches sur le village de Galdau. Une partie de cette masse finit sa course dans le lac de Lauwers, où elle soulève une vague destructrice. En 1822, le lac du Bourget, alors sur le territoire du duché de Savoie, est secoué par un séisme important qui génère un tsunami à sa surface. En 2007, des géologues découvrent 2 anomalies sédimentaires dans le lac de Caume, en Italie, certainement en lien avec 2 tsunamis importants. Qui se souvient de tous ces événements? Personne, ou presque. Les catastrophes naturelles sont généralement oubliées au-delà de 150 ans. On ne connaît pas à ce jour un événement de la puissance du Torredonum sur un lac européen. Mais tout suggère que le danger de tsunami n'est pas à négliger. Car de très nombreux lacs à travers le monde sont exposés à des risques d'éboulement rocheux de surface ou sous-lacustre. Et dès lors qu'on parle de risques, il s'agit de les évaluer. Le canton de Nidwald a mandaté Flavian Selmetti pour l'éclairer sur ce péril.
Comme le lac Léman, celui des 4 cantons est profond, avec une charge sédimentaire importante, propice à la déstabilisation. Ce lac est un terrain d'expérimentation parfait, étant donné sa topographie et son histoire. Dans les années 80, un confrère a trouvé une source historique à Lucerne. Un texte de Renouard Sizat qui raconte comment le lac s'est déchaîné après un tremblement de terre. Il a décrit les montagnes d'eau et des objets dans les arbres à plus de 5 mètres de hauteur. Il a aussi décrit la rivière à Lucerne qui s'éloignait et revenait dans le lac toutes les 10 minutes. Nous avons donc suspecté que ces dépôts de sédiments inhabituels, trouvés lors des forages du fond du lac, étaient une conséquence de cet événement extraordinaire de 1601. Ici, on voit très bien, ça c'est le fond du lac. Et quelque part par là, il y a sûrement ce qu'on cherche. C'est sûrement le 1601 qu'on cherche. Même si on a appris beaucoup sur cet événement, on ne sait toujours pas exactement ce qui déclenche ces vagues. Nous avons donc démarré un grand programme de recherche en partenariat avec l'Université de Zurich et des confrères allemands de l'Institut maritime. Et nous essayons de caractériser les facteurs de contrôle des tsunamis. Par exemple, nous tentons de déterminer les probabilités qu'un tel événement se reproduise. Nous étudions les rives à la recherche de traces de tsunamis préhistoriques, ceci afin d'étaler nos relevés sur une échelle de temps plus importante. Ces tsunamis laissent des couches caractéristiques lorsqu'elles atteignent les rives. Nous cherchons donc ces couches afin d'avoir une chronologie des tsunamis encore plus précise. Et maintenant, le passé ressurgit. Ce sont comme les pages d'un livre d'histoire. Plus c'est profond, plus c'est ancien. Il me semble important d'informer les gens sur ce risque de tsunami. Si je vois l'eau se retirer vers le milieu du lac, je ne vais pas aller récupérer les poissons restés sur le sol. Je ferais mieux de partir de là. Je recommanderais de quitter la rive pour gagner de l'altitude rapidement. Si vous êtes sur une plaine, ce sont bien sûr les zones les plus inondables. Renouard Sizat a décrit une avancée de 500 mètres à l'intérieur des terres. Alors vous devez partir le plus loin et le plus vite possible. Dans les centres urbains, les risques naturels sont sous-estimés. Pour sensibiliser les populations, les autorités parient parfois sur l'humour. Test des sirènes, mercredi prochain dès 13h30. En cas d'événement réel, si l'alarme générale retentit, écoutez la radio et suivez les consignes des autorités. Si un tsunami lacustre frappait une ville aujourd'hui, concrètement, que se passerait-il ? Guy Simpson est géophysicien. C'est lui qui a réalisé le modèle numérique du tsunami de 563 et permis de révéler sa hauteur maximale. Ce que nous voulons étudier, c'est que causerait une réplique de tsunami sur Genève aujourd'hui. Normalement, et comme elles sont en eau relativement profonde, l'amplitude des vagues est assez faible. Et on peut même ne pas les remarquer si on se trouve au milieu du lac. Mais à mesure qu'elles se propagent en eau peu profonde, elles s'amplifient et deviennent les vagues qu'on connaît. Les vagues de tsunami sont très différentes de celles dont nous avons l'habitude sur le lac Léman. Ce ne sont pas des petites vagues qui vont et viennent en une minute. Elles arrivent rapidement. Et elles ont une longueur d'onde très importante. Au lieu d'avoir une longueur d'onde de 50 mètres, elle est de plusieurs kilomètres. Par exemple, une vague de 5 mètres d'amplitude peut s'étendre et inonder une distance considérable de terre. Et elle ne se retirerait pas en une minute, mais resterait environ une demi-heure. D'abord, il y aurait peut-être un faible retrait, l'eau disparaîtrait légèrement.
puis elle monterait sans s'arrêter. Pas forcément de manière spectaculaire, mais elle monterait de plusieurs mètres, de telle manière qu'une ville serait inondée en une demi-heure. Nous sommes à Genève, aux Eaux Vives, à la rue du 31 décembre. Le lac est là-bas. Et la vague du Torredonum, si elle se reproduisait, elle viendrait lécher mes pieds et elle monterait même jusqu'au 2e étage ici, à la hauteur de ce balcon. La première serait déjà très haute, mais ce ne serait pas la plus haute. Suivant les endroits de la ville, ce serait la 2e, la 3e ou la 4e. La vague, sans même avoir de débris, uniquement avec l'eau, serait très puissante. Et les gens n'arriveraient pas à résister à cette vague. Mais évidemment, ce pouvoir destructif serait beaucoup amplifié par tous les débris que l'eau transporterait avec elle et qui augmenterait sa densité. Typiquement des objets comme des bateaux, comme des pierres, comme les enrochements du lac, ou même on peut imaginer des voitures. Tout ça serait emmené avec l'eau et agirait comme autant de béliers, comme autant de blocs qui viendraient évidemment augmenter le pouvoir destructif de la vague. On voit là que quand on est expert et qu'on a des connaissances particulières sur un danger ici géologique, on porte une forme de responsabilité de ce savoir. Alors ces informations au sujet de la potentialité d'un événement de tsunami et son danger ont été transmises au canton de Genève et au canton de Vaud. Les tsunamis du Léman représentent un risque complexe. C'est évidemment à classer dans les événements très rares. C'est très rare. Par contre, leur impact, lui, est tout à fait catastrophique. Catastrophique, car en 150 ans, les infrastructures et les constructions autour du lac Léman n'ont cessé de se développer. La population continue d'y croître et avec elle ses besoins de mobilité, d'où la multiplication des axes de communication sur l'eau, par chemin de fer et par autoroute. Les rives du Léman sont prisées des grandes entreprises internationales qui aiment y installer leur quartier général, autant pour des raisons fiscales que pour profiter de la stabilité du pays et de la beauté des paysages lémaniques. À côté d'elles, nombre d'organisations internationales, gouvernementales ou non, ont été séduites par les mêmes arguments. Si un tsunami se répétait dans la région, quelles seraient les conséquences d'une telle catastrophe naturelle ? Les résultats de nos recherches sont en train d'être étudiés, mais on ne s'attend pas à ce que ça change grand-chose. Que voulez-vous faire? Nous ne pouvons pas construire un mur autour du lac. L'important, c'est que les gens soient au courant du risque. Ça peut arriver et ça peut arriver demain. En revanche, je pense que ce qui doit être appliqué dès maintenant, c'est que certains bâtiments ne devraient pas être construits dans ces zones. Je pense que pour les bâtiments de santé ou les centrales nucléaires, nous ne pouvons pas accepter qu'un tel risque menace la sécurité publique. Chaque fois que je raconte cette histoire, les gens ils ont de la peine à le croire. Hein. Ils pensent que j'en rajoute. Ouais. On était un peu effarés par les hauteurs de vagues révélées et on n'a pas pu s'empêcher de penser où on habitait, si c'était au-dessus, en dessous, où est-ce qu'on travaillait, si c'était au-dessus, en dessous. Il y avait tout à coup quelque chose d'un peu surréaliste où nous-mêmes, qui pourtant avions produit cet objet ou ce savoir, on avait de la peine à y croire. C'est grâce à des textes et des dessins anciens que nous redécouvrons parfois les catastrophes naturelles qui nous ont frappés. Mais elles se produisent trop rarement pour que l'on s'en souvienne. Pour les autorités, entretenir cette mémoire est donc un enjeu très important.
Alors que l'activité humaine exerce une pression toujours plus violente sur l'environnement, que la nature elle-même nous rappelle son incessante évolution, le risque de catastrophe naturelle augmente tout simplement. Comme tous les lacs de montagne à travers le monde, le lac Léman est donc parfois capable d'humeurs désastreuses mais naturelles. Grégoire de Tours et Marius d'Avenches écrivaient pour la postérité, et c'est la science qui nous a rafraîchi la mémoire.